Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler de l'écologie en tant que parent, en tout cas comment on peut être des parents écolos. Quand on parle d'allaitement, de couche lavable, de repas fait maison sur les réseaux sociaux, on nous accuse vite d'essayer en tout cas de se faire passer pour la mère parfaite. Alors je voulais faire un épisode mère parfaite du coup pour montrer que faire tout ça c'est juste une question de valeur en fait. La volonté de bien faire pour notre enfant et en fait peu importe nos choix au final, allaitement ou pas, tout fait maison ou pas, etc. Si on a cette volonté de bien faire et qu'on fait selon nos conditions de vie de famille, etc. Bah alors on est la mère parfaite pour notre enfant en fait. Et ça est aussi par valeur écologique, du coup, que parfois on veut faire tout ça pour essayer de balancer un petit peu tout le jugement qu'il y a sur ces pratiques notamment. Je voulais parler des choix que nous on a fait pour notre deuxième enfant, qui m'ont valu souvent cette accusation, du coup, alors que c'était simplement dans ce but de bien faire et aussi pour une volonté écologique. Cet épisode n'est pas là pour amener vers la culpabilisation ni la moralisation, c'est un exemple vraiment pour inspirer, essayer de montrer ce que moi j'ai pu faire à mon échelle, en fonction de mes capacités financières, familiales, et aussi vis-à-vis de sur quoi j'étais prêt à faire certains compromis, certaines concessions également. Je dis pas que ce que moi j'ai fait c'est parfait, mais voilà les choses sur lesquelles je voulais présenter les choses sur lesquelles je m'étais renseignée moi en tant que maman, qui peuvent peut-être vous aider vous. Voilà, le but c'est vraiment de montrer que chacun à notre échelle, on peut essayer de faire des choses sans pour autant en plus se prendre la tête, parce que moi c'était vraiment le but en tout cas pour notre second enfant. Le premier on a fait vraiment comme ça venait, voilà, on n'était pas préparé, déni de grossesse, je vous renvoie à l'épisode 5. Mais du coup, pour la seconde, on a un peu plus réfléchi les choses et du coup, il y a des choses qu'on a pensées très différemment. Ensuite, faut toujours se souvenir qu'avec écologie, souvent vient économie, mais aussi et surtout le bien-être des enfants. Et vous allez le voir au fur et à mesure. On peut commencer par parler des couches, parce que je pense que t'es pas sans savoir que les couches jetables représentent 40% des déchets dans nos poubelles de parents jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et toutes ces couches représentent vraiment beaucoup de matières premières. Ça fait 4,5 arbres sur 3 ans, 25 kg de plastique, obtenus grâce à 67 kg de pétrole brut et 118 000 litres d'eau, sans parler de tous les produits chimiques qui sont ajoutés dedans. Donc tout ça, effectivement, si déjà on peut les réduire, ne serait-ce que pour le bien-être de la peau de notre bébé, ça peut être intéressant. Pour son bien-être hormonal également, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui peuvent être présents, qui sont aujourd'hui de plus en plus, enfin en tout cas de moins en moins utilisés. Donc quelles sont les solutions? Il y en a plusieurs. Déjà, au sein même des couches jetables, on peut essayer de choisir des couches dites écologiques. Alors je dis pourquoi, entre guillemets, dites écologiques, parce que dans tous les cas, pour avoir des matières absorbantes dans des couches jetables, même voulu le plus écologique possible, on a quand même des produits chimiques. On est tous d'accord que moins il y a de produits, plus c'est écologique, mais bon, et plus c'est bon pour la peau de bébé. Au sein même des couches écologiques, il y a encore des couches qui le sont d'autant plus, ce sont les couches non blanchies, ce qui ôte encore des produits blanchissants, du coup des produits qui peuvent être, enfin en tout cas qui sont pas naturels et qui peuvent être toxiques. Donc ça c'est aussi encore un plus. Je te laisse te renseigner sur le sujet parce que chaque année en fait il y a les rapports toxicologiques qui sont publiés en général. Il y a plein de marques, il y a Biolan, Love & Green,
Lilidou, Green, ils font une marque. Du coup, il y a les Pampers Harmony aujourd'hui, mais eux, ils sont un petit peu moins transparents sur leur rapport. Et du coup, sur Internet, tu peux trouver plein de comparatifs. Et puis tu auras même le choix, soit en faisant un abonnement, tu sais, tu t'abonnes sur, par exemple Lilidou, je sais que ça marche comme ça, il y a plein d'autres marques, puis il y a des sites internet aussi qui font des abonnements. Tu commandes et en fait tous les mois ou tout un certain laps de temps, tu reçois ton gros pack de couches, et puis comme ça t'as pas besoin de penser à aller acheter des couches, et puis tu trouveras même des marques écologiques en supermarché, donc ça c'est super intéressant. Après je t'ai dit que en introduction que l'écologie ça amenait souvent à l'économie, mais c'est pas trop le cas des couches jetables. Par contre il existe deux autres alternatives qui pour le coup sont écologiques et économiques. Et ce sont notamment les couches lavables. Rien que pour la fabrication, sur l'eau, on est beaucoup moins consommateur d'eau grâce à des couches lavables. Même sur l'utilisation avec les lessives, en tout, on économise 50% d'eau que avec les couches jetables. Donc nous, c'était le choix qu'on avait fait pour notre second enfant. On a vu la différence financière. C'est-à-dire que j'en ai eu pour 500 € pour les couches. Alors effectivement, je ne compte pas les couches en taille 1 que j'ai pris le premier mois de naissance et les couches culottes qu'on prend un peu en ce moment parce que l'acquisition de la continence n'est pas totalement faite. Mais même en prenant ça, on a fait une large économie. Donc encore une fois, comme tu peux le voir, voilà, on s'est pas pris la tête à dire c'est couches lavables ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il y a eu des mois où j'ai été épuisée, c'est pas grave, pendant un mois on a pris des couches jetables. Alors effectivement, du coup sur les couches jetables, on a pris les options écologiques plutôt que je t'ai citées auparavant. Et puis ensuite, vraiment pour un tout petit bébé, je conseille pas moi les couches lavables parce qu'il faut acheter des tailles spéciales. Et je trouve pas ça, du coup, pour le coup, je trouve pas ça rentable, ça dure un mois, même pas 2 mois, enfin voilà. Et pour les couches, et puis pour les culottes au niveau de la continence, pour nous, actuellement, c'était le choix le plus simple. Après, voilà, il existe des solutions en lavable aussi. Donc ça, c'est à toi aussi de te renseigner. Mais c'était pas prise de tête, pour autant, les couches lavables, du coup, faut savoir que t'en as à peu près pour 1 500 € de couches sur 3 ans si tu prends du jetable. C'est une moyenne qui a été faite. Du coup, si tu tapes dans la couche écologique, vraiment, tu peux en avoir pour plus cher. Par contre, la couche lavable, ça va de tous les prix et tu peux acheter des packs à 250 € qui sont pas forcément hyper écologiques parce que pas forcément fait en France. Puis t'as des packs à 750, 800 €. Alors c'est sûr, c'est qu'il faut les dépenser d'un coup. C'est 700, 800 €, il faut les dépenser d'un coup. Mais sur les 3 ans de durée de vie, c'est vachement économique, quoi, en fait. Puis du coup, écologique aussi parce que on enlève ces fameux 40% de déchets du foyer en 3 ans. Pour te rassurer, nous on faisait que 2 lessives par semaine pour avoir un bon roulement de couches, parce qu'on n'en avait pas énormément, mais on avait pile bien. On faisait un pré-lavage de ces fameuses couches, soit je le faisais à la main, soit je le faisais en machine, et après du coup les couches, une fois qu'elles étaient pré-lavées, je pouvais les laver avec d'autres choses à laver, et du coup c'était vraiment c'était pas les couches n'étaient pas réservées, enfin la machine à laver n'était pas réservée pour les couches 2 fois par semaine, c'était vraiment avec le reste, et c'est pareil sur internet, en fonction de la marque que tu choisis, ils te donneront des conseils de lavage, etc. Et franchement, moi j'ai trouvé ça très très simple. Alors, en plus des couches jetables et des couches lavables, je t'ai dit qu'il y avait deux alternatives, du coup tu dois te demander un petit peu ce que c'est cette dernière solution. C'est l'hygiène naturelle infantile. Alors cette pratique consiste à observer les réactions du bébé afin de détecter les signes indiquant qu'il a envie de faire ses besoins, et pour lui permettre de soulager immédiatement, soit dans les toilettes, soit dans le pot, voire même dehors, en fonction de où tu es, comment tu fais, etc., où tu vis.
C'est une pratique qui, moi, m'a jamais attirée, parce que je trouvais ça personnellement prise de tête, pour le coup, et pas très pratique. Mais je me suis pas renseignée à 1000% non plus sur le sujet. Ça se trouve, il y a des personnes qui vont te dire que c'est beaucoup plus simple que les couches. Ça dépend aussi, encore une fois, de tes conditions de vie, etc. Encore une fois, je dis, on fait nos choix en fonction de tout ça. Par contre, ça a le gros avantage de permettre au bébé d'acquérir la continence un peu plus rapidement et d'utiliser vraiment un minimum de couches, parfois juste quand on sort. La chenille, alliée avec des couches lavables, je crois qu'on serait sur le top du top de la pratique écologique et économique, pour le coup. Mais faut jamais oublier, encore une fois, que on fait ce qu'on peut, et même juste un petit peu, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que, au tout début, moi j'étais partie du principe qu'on allait utiliser un petit peu de couches lavables, j'avais acheté un petit pack, et puis je m'étais dit, bah écoute, si c'est juste la maison, ou juste la nuit, ou voilà, même si c'est une couche par jour, bah je trouvais que ça valait déjà le coup, rien que pour la planète, et même financier, j'avais fait le calcul, ça valait le coup. Et au final, on les a plus utilisés que ça, on les a utilisés quasiment au quotidien pendant 2 ans et demi, donc ça valait le coup. Mais je me suis toujours dit, et de toute façon c'est ce que je me dis toujours au quotidien, en termes d'écologie, que ce soit pour les enfants ou pas, ce que je fais, c'est pas c'est peut-être pas forcément le maximum qu'une personne puisse faire. En tout cas, moi ce que je fais, c'est un peu, c'est mieux que rien. Vaut mieux fait que parfait, quoi. Voilà. Alors là, c'était pour les couches. Au-delà des couches, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, il y a les repas sur lesquels on peut peut-être essayer de voir, bah déjà pour un bébé, l'allaitement, c'est gratuit et écologique. Je te conseille vraiment de te renseigner sur le sujet parce que l'allaitement, c'est comme l'accouchement d'ailleurs, hein, c'est sujet à beaucoup de fausses idées, de clichés, etc. qui sont entretenus, qui dégoûtent de nombreuses femmes sans avoir même essayé. Et du coup, ça c'est comme le reste, on sait que le lait maternel c'est le plus adapté à bébé, sans vouloir dénigrer les préparations infantiles, hein, c'est un fait. Donc c'est tout bénef, et ce qui est pris, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'allaiter 4 ans ou de vouloir allaiter 4 ans pour se lancer dans l'allaitement, même si tu te dis c'est on essaye, si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est parfait. Si tu te dis j'essaye jusqu'à ma reprise du boulot, c'est parfait. Si tu te dis on essaye 6 mois l'allaitement exclusif pour aller après vers une diversification alimentaire, c'est parfait. Enfin voilà, encore une fois, vaut mieux fait que parfait et essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. En plus de l'allaitement, du coup, à partir de 5-6 mois, en fonction de à quel point tu es renseigné sur le corps du bébé, etc., tu peux, du coup, être amené à la diversification. Nous, on a fait le choix de la diversification menée par l'enfant, parce que je ne voulais plus acheter de pots de manière écologique et aussi économique. J'avais trouvé que ça nous avait coûté super cher, les petits pots, pour notre premier. Et en plus, il faut savoir qu'on a été un petit peu dégoûté de la diversification avec le premier qui a un trouble de l'oralité. Que du coup, la diversification a été très très compliquée, donc je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, parce que même si c'est pas bien de comparer, il y a toujours cet effet de comparaison quand on a avec un autre enfant, et que moi je ne voulais plus reproduire ce qu'on avait vécu. Et je voulais vraiment que la diversification ne soit pas synonyme de prise de tête, d'angoisse, de stress, etc. Ce qui n'a pas du tout été bénéfique pour la diversification du premier. Donc moi je me suis tournée vers la DME, la diversification menée par l'enfant. J'ai trouvé ça plus simple, pratique, et en fait c'est quasiment les mêmes repas qu'un adulte, adaptés, etc. Il y a des super livres de recettes d'ailleurs si ça peut vous donner des idées de recettes pour vous. Et que en plus, comme ça, si bébé n'a pas mangé, c'est pas jeté. Ça peut être fini plus tard, ça peut être fini par mois, etc. Alors que le petit pot, perso, je le finis pas. Hein. Voilà, c'est pas mon truc. Et du coup, c'est plus simple de faire des repas faits maison avec de la diversification menée par l'enfant parce que, encore une fois, c'est quasiment le même repas que les adultes. Alors que si tu te lances dans la fabrication de petits pots, etc., bah oui, effectivement, ça paraît plus compliqué parce que il faut se réserver un temps dans la semaine où tu te dis je vais faire tous les repas de mon enfant, et du coup, c'est peut-être des repas avec des choses que toi tu vas peut-être pas cuisiner pour toi, etc.
Et du coup, nous, avec cette diversification menée par l'enfant, elle a été encore plus simplifiée grâce au fait que depuis quelques années maintenant, ça doit bien faire 6 ans, on fait nos menus à la semaine. C'est-à-dire que en fonction du jour, pour tout te dire, je vais faire mes courses le vendredi. Le jeudi, on fait le menu de la semaine. Chacun me dit ses envies du moment, etc. On planifie des menus, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, c'est-à-dire que même si les enfants se disent bah oui mais moi ça j'aime pas, bah ok, soit toi ça tu n'aimes pas forcément, mais ils vont quand même le manger dans le sens où ils sont pas forcés, ils savent que ce sont des aliments qui sont bons pour la santé, on rajoute toujours des aliments copains aux plats qui ne sont pas forcément favoris de nos enfants, bah toi, un plat que tu aimes bien, tu le veux, mais quel jour, etc. Et du coup on fait ça ensemble. Ça prend pas longtemps en général. Il y a nos plats fétiches, il y a aussi le fait qu'il y a des jours où on mange tous les jours, toujours la même chose. Tous les lundis, c'est pas de boulot. Tous les lundis soirs, c'est pas de boulot. Tous les vendredis midi, c'est pas de carbo. Tous les vendredis soirs, c'est sushi. On sait que les samedis soirs, donc les sushis, on les fait nous-mêmes. On sait que le samedi soir, on fait un plat un peu entre guillemets de fête, enfin on se fait des pizzas, on se fait des burgers, on se fait des kebabs, on se fait enfin des panini, des burritos, enfin tu vois le genre. Voilà. Et le dimanche soir, c'est toujours un repas de flemme, on va dire. On se fait des wraps, on se fait des croque-monsieur. En hiver, on aime bien une petite soupe avec un petit sandwich, ou en été, une salade toute simple. Enfin voilà. Donc ça, il y a des choses qu'on fait tout le temps et ça nous donne des repères dans la semaine. En plus, bizarrement, ça nous a jamais gêné. Et puis, le fait de faire comme ça, alors évidemment, les sushis, par exemple, un bébé ne peut pas en manger, même mes enfants qui ont 8 et 3 ans n'en mangent pas. Mais ils savent que eux, bah du coup, le soir-là, ils ont le droit de choisir leur propre repas. Et le fait de faire comme ça nous a vraiment fait une sacrée économie, parce qu'on achète que ce que on a besoin. On se laisse pas tenter par les promos de ci, les promos de ça, parce qu'à force d'acheter que des promos, que des promos, que des promos, on est envahi et c'est pas du tout économique. On a vu la différence. Alors effectivement, en plus il y a l'inflation qui est de plus en plus importante, mais on a vu la différence qui, depuis quelques années, on fait moins de courses, moins cher, et c'est moins prise de tête au moment des repas. Et donc pour la DME, ça nous a vraiment facilité la vie. Et donc, pour le coup, c'était vraiment le fait d'éviter de se prendre la tête. Donc je t'invite vraiment à te renseigner sur le sujet. C'est ce qui nous a fait sens chez nous. Ça peut ne pas le faire chez toi. Il faut être aussi renseigné sur la fausse route, etc. Il y a le compte de Ergomum que j'ai adoré. Et la vie d'une maman ortho sur Instagram, hein, les deux. Elle parle de la diversification de l'enfant, etc. Et notamment de la DME. Et moi, je sais que c'est des comptes que j'ai vraiment beaucoup aimés. Si tu vas sur mon compte Instagram, dans tous les cas, tu retrouveras dans les stories à la une les professionnels. Et du coup, il y a c'est les professionnels que je conseille, qui moi, en tant que maman, correspondent à mes valeurs et en plus m'ont parfois aidé dans ma parentalité. Au-delà des repas et des couches, simplement on va parler d'un dernier sujet, le fait que être parent écolo, c'est aussi faire une consommation plus sobre et plus éthique. Encore une fois, des choses qui permettent de faire des économies, ce qui veut dire que on va peut-être acheter moins et juste ce qu'il faut d'occasion. C'est pour ça que d'ailleurs dans les essentiels bébés, je conseille souvent d'éviter les tenues qu'on mettra peu avant 1 ou 2 mois. Nous on avait acheté 1 ou 2 jolies tenues et le reste c'était que du pyjama. C'est pas pratique les jolies tenues, c'est pas confortable pour le bébé. Voilà. Et puis bah du coup ça coûte plus cher aussi. Donc éviter la surconsommation, même en termes d'objets de puériculture, se renseigner sur les choses qui sont vraiment essentielles. Nous, dans notre cas personnel, ce qui n'a pas fait sens, c'est la poussette. Donc en fait, on s'est acheté une poussette quand on en a eu besoin, d'occasion, voilà, qui au final d'ailleurs a été revendue parce que on s'en est vraiment pas beaucoup servi. Donc tu vois, ça c'est ce qui a fait sens pour nous. Et je sais que c'est pas quelque chose dont tout le monde se passerait.
Donc ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ta personnalité, de ton mode de vie, de ce que t'as envie, etc. Mais si t'es enceinte de ton premier, je te conseille pas de te fier à ce que tes copines ont acheté, etc. Je te conseille vraiment de te renseigner partout, de discuter avec beaucoup de personnes, parce que on atteint vite la surconsommation quand on a un bébé, et c'est pour ça que tout le monde dit qu'un bébé ça coûte cher, mais si tu veux, je te renvoie directement sur l'épisode justement sur ce fameux tarif, enfin sur combien ça coûte un bébé, est-ce que ça coûte forcément un rein? Alors je vais te dire tout de suite c'est l'épisode combien, je suis en train de regarder, ça s'appelle Préparer l'arrivée de bébé, c'est l'épisode 16, et du coup on voit dedans combien, est-ce que vraiment ça peut coûter cher un bébé ou pas, et ça peut rassurer aussi, mais clairement les principales dépenses qu'on fait pour un bébé ne coûtent pas forcément super cher, et ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'acheter au fur et à mesure si vraiment on en ressent le besoin en fonction de l'achat, de l'importance de l'achat évidemment. Si on pense qu'on va en avoir absolument besoin, ben on n'attend pas. Après, ben ça c'est pareil, c'est des règles qu'on peut entre guillemets s'imposer tout dans notre quotidien sans pour autant parler des achats bébés. Mais nous c'est quelque chose qu'on fait, c'est que ben, si c'est vraiment un achat plaisir, on attend, on se demande quel est le bon moment, on regarde toutes les disponibilités, est-ce qu'on peut pas acheter d'occasion, est-ce qu'on peut pas acheter autrement, est-ce que c'est beaucoup plus cher quelque chose qui est fait en France par exemple, ou tu vois, on réfléchit beaucoup comme ça, et c'est pas forcément prise de tête parce que c'est devenu une habitude maintenant. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui fait sens chez nous, et c'est comme tout le reste, c'est ton choix, et chacun, sur chacun des sujets, en fait, faut que tu te renseignes, et que tu t'inspires, et que tu fasses comme toi tu le sens, et que tu te fasses confiance. Mais je trouvais ça intéressant, vraiment, de faire un épisode sur le fait que, pour répondre à toutes ces personnes qui pensent que quand on partage ce genre de sujet, c'est parce qu'on veut faire passer le message de mère parfaite. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2023, qu'on est tous sensibilisés à l'écologie, et que oui, malgré tout, avoir des enfants, y a des gens qui en veulent pas parce qu'ils trouvent pas ça du tout écologique, mais pour autant, on peut réussir à trouver vraiment le juste milieu entre ne pas du tout faire d'enfants, et puis faire d'enfants et l'associer à une surconsommation. Voilà, en tout cas le message que je voulais faire passer aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, et je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des heures, j'espère que j'ai pas trop divagué à ton goût, et n'hésite pas à venir me dire en tout cas ce que tu en penses, est-ce que toi, tu serais capable de faire comme pas pour allier écologie et parentalité. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de ton heure d'écoute, et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.